Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité, dossier Thomas Sankara et putsch du 16 septembre 2015. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire a fait le point de l'évolution de la situation des procédures. Passation des marchés publics, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi portant allègement des conditions d'exécution des projets de développement. Et l'affiche de la finale de la Coupe du Faso est connue. Le RCK et l'AS Sonabel croiseront les campons le 5 août prochain. C'est un acte fort de solidarité envers les malades qui a été posé ce matin par le président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré et le personnel de la présidence ont donné leur sang pour sauver des vies. Un don qui vient à point nommé vu la période difficile que traverse le centre régional de transfusion sanguine. Le président Kaboré a saisi l'occasion pour inviter les Burkinabés à donner leur sang pour venir en aide aux malades. Le reportage de Gaël Rodrigue. Irruption des hommes en blouse blanche au palais de Kossiam ce vendredi matin. Sur invitation des travailleurs, ils sont venus, certains pour la visite médicale et d'autres pour la collecte de sang. C'est le président du Faso himself qui a donné le ton. D'abord, il a été reçu par le personnel de l'Office de santé des travailleurs pour la visite médicale et là, il s'est conformé aux formalités d'usage. Ensuite, Roch-Marc Christian Kaboré sera invité dans la salle aménagée pour les prélèvements sanguins où il a posé l'acte le plus simple mais qui permettra de sauver des vies. Une dizaine de minutes auront permis aux agents de santé de recueillir chez le chef de l'État près de 400 ml du liquide vital, ce qui équivaut à une poche de sang. Et pour compenser le sang recueilli, une collation lui a été offerte, une bouchée de pain et une gorgée de boisson pour permettre au président du Faso de retrouver ses forces. À la fin, il a invité ses concitoyens à consacrer un bout de leur temps à de tels exercices. Lancer un appel à tous les travailleurs et à tous les Burkinabés pour que annuellement nous puissions faire notre bilan de santé, parce que c'est important également dans le cadre de la contribution au développement de notre pays que nous ayons des hommes bien portants. Le second aspect, c'est le Centre national de transfusion sanguine qui fait la collecte de sang. Et je voudrais simplement inviter chaque homme, chaque Burkinabé à participer au don de sang, parce que donner son sang également, c'est sauver des vies humaines. Et au moment de la saison hivernale, comme vous le savez, le besoin de sang est supérieur à ceux qui en donnent. C'est pourquoi, en posant cet acte, je dirais symbolique, c'est un acte d'appel à tous les Burkinabés pour que pour les hommes, tous les 3 mois, nous puissions faire ce don de sang, et pour les femmes, tous les 4 mois, étant entendu qu'on m'a dit qu'il faut avoir simplement 18 ans minimum et 60 ans maximum. Espérons que cet appel soit entendu par l'ensemble de la population afin d'introduire la visite médicale et les dons de sang dans ses habitudes. 5 nouveaux diplomates ont remis hier au président du Faso leur lettre de créance. Parmi eux, le nouvel ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, Capelletien Soro. Plus de détails dans ce reportage de Samba Kassile Traoré. Excellences, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter la lettre par laquelle son Excellence le Gouverneur Général, Monsieur Peter Cosgrove, m'accrédite auprès de vous en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Par la même occasion, je vous remets la lettre de rappel de mon prédécesseur. Merci beaucoup. C'est par ces mots que Andrew Banks a présenté ses lettres de créance au président Roch-Marc Christian Kaboré le 21 juillet 2016. Il est accrédité à représenter le président de la République d'Australie au Burkina Faso. Né le 23 avril 1963, Andrew Barnes était jusqu'alors le directeur australien chargé des affaires ouest-africaines. Capelletien Soro de la Côte d'Ivoire a également présenté sa lettre au président Kaboré. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres par lesquelles Son Excellence
M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, m'accrédite auprès de vous en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire. Par la même occasion, je vous remets les lettres de rappel de mon prédécesseur. Capitaine Etienne Soro est né en 1964 en Côte d'Ivoire. Titulaire d'une maîtrise en lettres modernes, il était juste avant sa nomination au Burkina Faso, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Libéria. Une diplomatie qui consolidera davantage les relations ivoiro-burkinabé. 3 autres ambassadeurs ont également présenté leur lettre de créance au président Kaboré. Ce sont Mario Félix de la République d'Angola, Henri Purvato de la République d'Indonésie et Abdelkader Sahili de la République tunisienne. Poursuivons à présent avec le putsch manqué du 16 septembre 2015. De 17, ce sont à présent 33 libertés provisoires qui ont été prononcées dans ce dossier. C'est le point qui a été fait ce 22 juillet 2016 par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire Alioune Zanré. Il s'est prononcé sur 4 dossiers majeurs, notamment ceux de Thomas Sankara et du putsch manqué. Le point avec Paulin Yameougou. Chose promise, chose due, le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Ouagadougou, après la conférence de presse du 6 juin dernier, a une nouvelle fois convié la presse pour faire le point des principaux dossiers pendant devant leur juridiction. Au nombre de ces dossiers figure le dossier Sankara. À la date d'aujourd'hui, 13 personnes ont été inculpées. 7 sont en détention préventive. 4 sont non détenues. 2 sont en fuite et font donc l'objet de mandats. Les témoins entendus dans cette affaire sont passés depuis le 6 juin de 47 à 52. Les 13 parties civiles ont été entendues. Aucune liberté provisoire n'a été accordée dans cette affaire. L'expertise des tests ADN ont été repris et à la date d'aujourd'hui, 12 familles sur 13 ont accepté se soumettre à la contre-expertise que l'État burkinabé a accepté payer de nouveau. Un autre dossier, et non des moindres, a été évoqué lors de ce point de presse du commissaire du gouvernement. Dans le deuxième dossier ministère public contre le général Guengéré, 2 autres personnes viennent d'être inculpées. Donc, nous sommes passés de 75 à 77 inculpés donc à la date d'aujourd'hui. Sur les 77 inculpés, 27 sont en détention préventive. 8 sont non détenus. 9 sont en fuite et font l'objet donc d'un mandat. 33 ont bénéficié d'une mise en liberté provisoire. Un a fait l'objet donc d'une dénonciation auprès donc de son État. 61 témoins ont été entendus. Le 6 juin, on était à 30 parties civiles entendues. Aujourd'hui, ils sont 90 qui ont été entendus. Le juge d'instruction est en train de boucler et les jours à venir, les dernières personnes seront entendues dans cette affaire également. Au sorti de ce point de presse, le commissaire du gouvernement a tenu à rappeler que toutes les personnes qui bénéficient d'une liberté provisoire ne sont pas pour autant lavées de tout soupçon. 2626 policiers, tous grades confondus, sont officiellement prêts à renforcer les rangs de la police nationale. La sortie de la 45e promotion des élèves policiers a eu lieu ce matin sous la présidence du ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré. Ces nouveaux effectifs seront déployés dans les commissariats et postes de police. Le reportage est signé Micheline Guigma. Parés de leur belle tenue, ces agents au nombre de 2626, tous grades confondus, ont réussi avec brio leur formation de 2 ans au sein de l'École nationale de police. La sortie de cette 45e promotion a eu lieu ce 22 juillet 2016. Et dans ce contexte sécuritaire marqué par l'incivisme et la menace terroriste, ces agents vont permettre de résoudre un tant soit peu le manque d'effectifs dont souffre la police burkinabé. On est très heureux qu'il y ait plus de 2600 policiers
toutes grades confondues, qui sortent aujourd'hui, qui vont nous permettre de faire en sorte que les brigades, les commissariats de police, les postes de police qui sont installés sur le territoire national et qui souffrent cruellement d'effectifs, que ces structures-là soient dotées en personnel conséquent et que nous fassions en sorte qu'ils aient le minimum pour fonctionner. C'est bien conscient et confiant que les élèves de la promotion se disent prêts à relever les défis qui les attendent. Les défis sont très nombreux. Il y a, si je dis que je vais les énumérer, c'est une longue liste. Donc alors, les défis sécuritaires sont très nombreux. Donc nous sommes au courant de ce qui nous attend sur le terrain. Nous ne serons pas des policiers de bureau, c'est vrai. Nous serons sur le terrain et vous-même constatez l'incivisme actuellement. Nous allons œuvrer et nous invitons aussi la population à nous aider dans notre tâche. Promotion, professionnalisme et engagement patriotique, tel est le nom de cette 45e promotion. Nous avons voulu retenir ce nom-là pour montrer que le fait d'être intègre et d'être propre et d'être engagé, d'être patriotique, ce sont autant de qualités qu'il faut à un policier aujourd'hui pour surmonter les difficultés qu'il rencontre sur le terrain et pouvoir assumer la mission de protection des populations où qu'elles soient, en campagne comme en ville. Dans la même lancée, le directeur de l'école a invité ses élèves à travailler à ne pas être des compléments d'effectifs, mais à montrer à travers leurs actions leur engagement à faire régner la sécurité. Autre actualité, c'est une victoire pour le ministère de l'économie et du budget. Le Parlement a adopté ce vendredi le projet de loi portant allègement des conditions d'exécution des projets, programmes et activités de développement. Une décision saluée par la ministre Rosine Sori Koulibaly. Cette loi permettra de faciliter les délais de passation des marchés publics. Des précisions avec Cheikh Omar Banda. 68 pour, 53 contre. Le projet de loi portant allègement des conditions d'exécution des projets, programmes et activités de développement est donc adopté. La ministre de tutelle savoure l'aboutissement d'un plaidoyer. À l'heure actuelle, à partir du moment où on décide de lancer un processus, par exemple, de marché public, ça peut prendre 64 jours pour la finalisation du processus. Actuellement, grâce à la compréhension de l'Assemblée nationale, nous allons réduire ce délai de 15 à 20 jours. Je dis de 15 à 20 jours parce que s'il n'y a pas de recours, ce sera 15 jours. Et s'il y a un recours, c'est 20 jours. Et une précision se veut nécessaire. Il ne s'agit pas naturellement de gré à gré. Il s'agit seulement de réduire les délais. Parce que les délais étaient très longs, en attendant que nous puissions revoir le code des marchés publics pour effectivement l'améliorer. Si la ministre a tant souhaité le vote de cette loi, c'est qu'auparavant des pertes ont été enregistrées. 12 milliards de francs CFA en direction d'un partenaire parce que justement il y a eu des retards. Un projet qui devait prendre fin le 30 juin, un projet de 20 milliards de francs CFA, ce projet a été exécuté donc à la fin juin à seulement 4%. Des raisons qui n'ont empêché certains députés de l'opposition de voter contre. La matière ici contenue dans le projet de loi ne relève pas du domaine de la loi. Et je vous renvoie à la réglementation générale des achats publics, où tout était déjà prévu là-bas. C'est du domaine réglementaire. On ne peut pas ici invoquer ces raisons-là. C'est des raisons qui sont déjà contenues dans la réglementation générale des achats publics. On ne peut donc pas invoquer ces raisons pour en faire une loi. Il fallait seulement que le gouvernement s'assume. Le gouvernement ne voulait pas s'assumer. Ils veulent faire porter le chapeau à l'Assemblée. Un argument juridique qui se voit contré par la majorité. Le gouvernement a annoncé que de façon globale, la réglementation des marchés publics va se faire désormais par la voie législative. Donc c'est sous réserve, en attendant que ce projet de loi soit sur la table de l'Assemblée nationale, que nous avons accepté d'examiner cette mesure d'urgence-là pour les 6 prochains mois. En tout état de cause, le gouvernement devra dans 6 mois, soit à la fin de l'exécution de cette loi, rendre compte de cette dernière devant le Parlement.
Direction la commune rurale de Péni, située à 30 km de Bobo-Dioulasso, où des opposants au maire Abdoulaye Ouattara ont une nouvelle fois manifesté hier contre sa réélection. Ils estiment que cet ancien maire n'est pas capable de gérer la commune, vu son faible niveau d'instruction et le bilan de sa gestion antérieure. Josias Dabiré, reportage. Jeudi 21 juillet 2016, la population de la commune rurale de Péni, située à 33 km de Bobo-Dioulasso, était une fois de plus dans les rues pour contester contre l'élection d'Abdoulaye Ouattara comme maire de la localité. Nous sortons pour marcher, pour dénoncer le maire qui a été élu. Nous voulons quelqu'un capable vraiment de diriger la mairie. Le maire qu'on a élu est un maire vraiment illettré, qui m'excuse. Par contre, on a des gens qui peuvent mieux faire. Abdoulaye, il n'a rien fait à quelqu'un. Mais Abdoulaye est au destiné de la commune depuis 2006. Et les lignes n'ont pas bougé dans la commune. Alors, son niveau intellectuel est tel qu'aujourd'hui, la population ne peut pas accepter ça. Il y a eu, comme quelqu'un l'a dit, il y a eu des fils et des filles de cette commune qui sont là à l'école, qui ont un certain niveau, qui peut leur permettre aujourd'hui de participer activement au développement de leur commune. Et ces fils-là sont là. On ne peut pas les négliger, les oublier et confier la mairie à Abdoulaye Ouattara qui n'a même pas le CEP. Tête garnie de feuilles avec des spatules et autres ustensiles de cuisine, les manifestants ont battu les pavés du centre-ville à la préfecture pour une fois de plus remettre leur plateforme. Le préfet est absent, donc elle m'a chargé de prendre votre message et le garder pour elle. Ancien maire CDP de la localité et élu aujourd'hui sous la bannière de l'ANAFA, Abdoulaye a été décrié par la population pour son incapacité à gérer la commune de par le passé. Pour le convaincre à renoncer à la charge des maires, des rituels sacrificiels ont été faits à la mairie par les notabilités coutumières. Retour à Ouagadougou, où un nouveau salon pour la promotion des formations professionnelles et des métiers a été lancé ce vendredi. Le Salon international de la formation et des métiers d'Afrique, SIFMA, est un guide d'orientation pour les jeunes en quête d'emploi ou d'initiatives professionnelles. 2 jours durant, le SIFMA sera rythmé par des expositions et des conférences débats. Samba Kassile, Traoré. Quelle formation professionnelle pour un Burkina émergent? L'orientation professionnelle, scolaire et universitaire. Quel rôle pour les parents? C'est sous ces thèmes que le Salon international de la formation et des métiers d'Afrique s'est ouvert ce 22 juillet. Le SIFMA entend par là promouvoir les formations professionnelles et des métiers de tout genre. On a beaucoup d'étudiants qui ont des diplômes, mais qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi sur place. Et par contre, on a d'autres métiers qui ne sont pas assez valorisés. Quand je prends l'exemple des métiers liés à l'agriculture et à l'élevage qui pourraient absorber autant de jeunes à travers l'agriculture et l'élevage, je pense que d'ici quelques années, ça pourrait changer le débat sur l'agriculture et l'élevage. Pour Alidou Ouedraogo, cette première édition pourrait répondre à la problématique de l'employabilité des jeunes. Si les entrepreneurs, les exposants montrent très bien aux participants, aux jeunes surtout, ce qu'ils font dans leurs entreprises, dans leurs services, ça peut avoir un impact formidable. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas attendre que l'État vous emploie, vous pouvez avoir des initiatives. Les jeunes en droit peuvent créer des bureaux d'études, les jeunes en informatique peuvent créer des services, des jeunes en éducation peuvent faire de l'éducation. Un certain nombre de choses quand même qui peuvent procéder de ce salon. C'est pourquoi je dis qu'elle porte la solution à nos problèmes contemporains. Des expositions et des conférences sont au programme de ce salon qui se tient du 22 au 24 juillet 2016 à l'enceinte du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Les domaines retenus de cette année pour les expositions sont entre autres l'agriculture, l'élevage et la mécanique auto. La Loterie nationale burkinabé apporte son soutien au ministère de l'Agriculture. La Maison des Jeux du hasard a offert à ce département ministériel du matériel agricole d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Le point avec Samba Kassile Traoré. Dans le but d'améliorer les conditions de travail des agriculteurs et surtout d'œuvrer pour l'autosuffisance alimentaire, la Loterie nationale du Burkina, l'ONABé, a procédé le 22 juillet 2016 à la remise de matériel agricole au ministère de l'Agriculture. D'une valeur de 25 millions de francs CFA,
Ce matériel se compose essentiellement de 130 charrues et de 130 oumagans, un don qui entre dans le cadre d'un accompagnement du ministère de l'Agriculture, selon le directeur général de la LONAB. La loterie, dont la mission principale est de soutenir l'État dans le développement économique et social. Nous suivons donc la politique du gouvernement. C'est dans ce sens que chaque année, chaque fois que la journée nationale du paysan, nous intervenons, soit par la remise, nous soutenons le ministère de l'Agriculture pour tout. Le ministre de l'Agriculture salue à sa juste valeur ce geste de la LONAB. Et nous sommes très heureux de recevoir ce matériel. La LONAB a montré qu'il faut soutenir le développement de l'agriculture, donc le développement de notre économie. C'est un geste très fort que nous saluons à sa juste valeur. Alors je voudrais dire merci à la LONAB, oui, à mon nom propre, au nom du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, mais aussi au nom des producteurs, comme vous le savez, qui représentent la population rurale, 80% de notre population globale. Ces matériels ont immédiatement été remis aux responsables provinciaux en charge de l'agriculture afin que les agriculteurs puissent les obtenir. La suite de cette édition, l'Institut des sciences du sport et du développement humain, ISSDH, ex-INGEPS, vient de produire ses premiers fruits. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Michel Filiga, a assisté aujourd'hui à la sortie de la première promotion de 147 élèves fonctionnaires. Ces nouveaux agents comptent mettre les connaissances acquises au profit du développement de ce pays. Mouniratou Guiro, Lougué. La clôture de l'année académique de l'Institut des sciences du sport et du développement humain, ISSDH, ce 22 juillet, a été marquée par la sortie de la première promotion des élèves fonctionnaires de cet institut. Une occasion saisie par le parrain de cette cérémonie pour inviter le personnel administratif au bon fonctionnement de l'Institut. L'ex-INGEPS vient de se transformer en institut universitaire. L'objectif est d'améliorer la qualité et le niveau de la formation au bénéfice donc de l'ensemble de notre pays et aussi de donner des possibilités de mobilité à ceux qui auront des diplômes de l'ISSDH, que ce ne soit pas seulement des diplômes locaux non reconnus par les autres pays. Au nombre de 147 élèves fonctionnaires des filières différentes, ceux-ci se disent heureux des expériences acquises lors de cette formation. Durant ces 2 années de formation, nous avons eu à faire face à pas mal de situations. Voilà, donc ça nous a amené à ouvrir notre esprit. Voilà, également, nous comptons mettre ces connaissances en valeur sur le terrain. Voilà. On pense que ça sera profitable pour le Burkina Faso. Les plus jeunes de l'Institut ont procédé à une démonstration de karaté pour accompagner l'événement. Quant au directeur de l'Institut, il salue la cérémonie et compte œuvrer davantage pour la perfection de son établissement. Une année de passage à l'université, l'Institut INSEPS qui est devenu ISSDH, l'Institut des sciences du sport et du développement humain, a vraiment bien procédé, c'est comme un bébé. Et au bout d'un an, on voit que le bébé marche bien déjà. À un an, le bébé marche bien. Ça veut dire que tout s'est bien passé. À partir de ce que nous avons vu, il y aura des aménagements, il y aura des enseignements maintenant, des enseignants universitaires qui vont prendre ce volet-là. Donc le niveau va aller crescendo. Il est bon, mais ça va aller encore plus. C'est à la suite de 2 années de formation que l'ISSDH, ex-Institut de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive, a organisé la sortie de sa première promotion. La finale de la Coupe du Faso se jouera le 5 août prochain entre l'AS Sonabel et le RCK. La demi-finale de cette compétition a opposé hier le RCK à l'ASFA Yenega. Le match a pris fin hier sur le score de 2-1. Retour sur cette opposition avec Mahamadi Ouedraogo.
La deuxième demi-finale de la Coupe du Faso, qui s'est jouée jeudi dernier, avait à l'affiche l'équipe de l'Asfa Yenega et le Rail Club du Kadiogo RCK. Après une première période sans but, où les deux formations se sont beaucoup observées, la seconde période a par contre été d'un niveau satisfaisant. Il a toutefois fallu attendre la 53e minute pour voir l'ouverture du score suite à un pénalty obtenu par les Faucons du RCK. Roger Sirima, en bon capitaine, a pris ses responsabilités pour transformer le coup de pied de réparation pour donner l'avantage au score à son équipe. Les efforts des Asphasiens seront récompensés à la 62e minute. Sur un long ballon de la défense asphasienne, Patrick Zongo va devancer la sortie du gardien du RCK pour l'égalisation. Le RCK, plus entreprenant, finira par reprendre l'avantage au score à la 80e minute. L'inévitable Yakuba Mando, d'une frappe limpide de 30 mètres, va battre Adama Sawadogo. Pour Kamou Malo, cette victoire était inévitable. Ont mouillé le maillot aujourd'hui. Je leur ai dit simplement, il n'y a rien à dire pour vous motiver. Il n'y a que le doublé, ce qu'on peut être cette saison. Alors, vous avez vu, ces garçons étaient hyper motivés. C'est vrai que le match, la victoire a pris du temps avant de se dessiner. Il fallait s'attendre à ça. Contre une équipe comme la SAS, une grosse cylindrée de notre football, il fallait s'attendre à ça. Je pense que ça a été un beau match et un bon vainqueur. Quant au coach asphasien, c'est la déception. C'est à côté de mon match. L'Angers a dominé le jeu. Donc vous-même, vous l'avez constaté. Donc bon, c'est comme ça le football. Je félicite mon adversaire. Bon vent et bon succès, surtout bonne campagne africaine. Malgré les 4 minutes de temps additionnels, l'Asfa Yenega ne parviendra pas à revenir au score. Ce sont donc les Faucons qui s'envolent pour la finale de la 30e édition de la Coupe du Faso sur un score de 2-1. Au Mali, les combats entre les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA et ceux du groupe Autodéfense Touareg, Ingad et alliés Gatia ont repris ce vendredi matin à Kidal. Comme la veille, des tirs nourris ont été entendus. Selon les belligérants, les combats ont fait déjà de nombreux morts, mais aussi aucun bilan précis n'est disponible dans l'immédiat. La MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, a appelé à la cessation immédiate des hostilités. Elle indique aussi avoir pris des dispositions pour assurer la protection de la population civile et la défense de son mandat. Amnesty International a demandé aux autorités ivoiriennes d'abandonner toutes les poursuites engagées contre 3 militants de l'opposition. Ces derniers ont été arrêtés le 15 juillet alors qu'ils recueillaient des signatures pour la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo. Pour l'organisation, continuer à cibler des opposants avec de flagrantes violations des droits humains ne peut pas servir la justice et la réconciliation nationale tant prônée. Autre actualité, la course au poste de secrétaire général des Nations Unies pourrait se jouer entre le Portugais Antonio Guterres, ancien haut commissaire aux réfugiés, et Danilo Turk, ex-président slovène. Ils sont arrivés largement en tête d'un premier scrutin informel tenu par le Conseil de sécurité de l'ONU. La directrice de l'UNESCO, Irina Bokova, est arrivée en 3e position. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci de l'avoir suivi. L'information, c'est également sur le site internet de Boukininfo, www.boukininfo.tv.